Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est notre troisième webinaire, cette fois sur la discipline animée par Muriel et Caroline, qu'on peut déjà voir sur les webcams. Alors, je suis Alain et là, je ne prends la parole que brièvement, très brièvement, promis, pour vous rappeler les éléments d'ordre technique, c'est nécessaire. Hein. C'est un peu comme l'hôtesse dans un avion avant le décollage qui vous montre comment se servir comment boucler votre ceinture, attacher votre masque à oxygène, etc. Sérieusement, nos webinaires se déroulent normalement plutôt bien, y compris sur le plan technique, mais on n'est jamais à l'abri d'un problème. Donc, je préfère vous rappeler quelques éléments rapidement. De votre côté, tout d'abord, si à un moment vous perdez le son, c'est déjà arrivé à quelques-uns, pas d'affolement. Il vous suffit de quitter la session et d'y revenir juste après. Généralement, ça suffit, ça rétablit le son et ça marche. De toute façon, souvenez-vous qu'on enregistre tout et qu'après, cet enregistrement vidéo sera mis à votre disposition dans le module 05 de notre LMS. Donc, même si à un moment vous perdez quelque chose, en fait, vous pourrez toujours le revoir après. Euh, alors, nous aussi, on peut avoir des problèmes de notre côté, hein, rupture de réseau, dysfonctionnement de GoToWebinar. On a eu quelques problèmes, par exemple, pendant certaines de nos répétitions. Bon, on pense que tout va bien se passer, mais malgré tout, il faut comprendre que c'est du direct, et avec le direct, il y a toujours des aléas. Mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Alors, justement, parce que c'est en direct, vous avez la possibilité de poser des questions. Alors pour ça, vous utilisez les fonctions prévues à cet effet dans GoToWebinar. Alors il y en a deux. Vous inquiétez pas, vous pouvez aussi bien utiliser la fonction spéciale question ou la fonction chatter. De toute façon, moi en arrière-plan, je m'occupe justement de récupérer les questions, de les compiler et de les passer à nos charmantes animatrices auquel je vais passer la parole. C'est Muriel qui va commencer. Et donc, je vais lui donner la parole. C'est bon, Muriel, on voit tes slides. Voilà. Caroline, tu confirmes? Bienvenue donc à chacun et à chacune qui nous rejoint pour ce troisième webinaire. Le thème sera la discipline aujourd'hui. Certains vont nous rejoindre en cours de présentation parce que soit vous êtes en retard, soit ça n'a pas fonctionné, ou vous n'avez pas le son, l'image, comme vient de le dire Alain, c'est pas grave. Encore une fois, ce sera enregistré, ce sera disponible donc pour vous, nos stagiaires en ligne, comme les deux autres webinaires le sont déjà. On constate d'ailleurs que vous êtes nombreux à les consulter. Donc, on va continuer cette petite série de webinaires tant qu'on a ce support de votre part. Donc, ce troisième est un petit peu nouveau dans le sens où on est trois intervenants, Alain à la technique, et puis Caroline et moi, que vous connaissez à travers l'application Camilo, mais on avait envie d'apparaître un petit peu, d'essayer de faire un petit bout de chemin vers vous. Et là, aujourd'hui, on a même les vidéos, donc on essaye de continuer dans ce sens-là. Alors, quel est le programme de la soirée? Donc, en 1 heure, on va essayer de faire le tour d'un thème qui est voilà, très intéressant à notre avis. Dans un premier temps, je vais vous donner une définition de la discipline. Et ensuite, c'est Caroline qui prendra la parole pendant 25 minutes à peu près pour vous expliquer ce que Maria Montessori a écrit, parce qu'elle a beaucoup écrit et beaucoup aussi déclamé puisqu'elle était conférencière, rappelons-le, déclamé sur ce thème de la discipline. Je reprendrai la parole pour conclure et parler un petit peu de la discipline de façon plus générale et ensuite on répondra à vos questions. Et je le rappelle aussi, comme vient de le dire Alain, vous pouvez les taper dans la petite fenêtre prévue à cet effet. Si on peut répondre, on le fera. Sinon, n'hésitez pas aussi à nous envoyer par email vos questions. C'est le cas d'une question qui m'a déjà été envoyée sur la discipline et à laquelle je répondrai en première partie de cette quatrième partie.
Alors, pourquoi ce thème? Bon, il y a beaucoup de thèmes hein, qu'on peut choisir. Là aussi, je vous redis que vous pouvez nous envoyer vos suggestions et même si vous voulez participer, encore une fois, n'hésitez pas. Donc, ils sont nombreux ces thèmes et celui de la discipline est arrivé assez rapidement dans mon esprit parce que, puisque vous suivez avec nous un programme, un cursus en ligne, la plupart ont accès au niveau zéro dans lequel ce sont les bases, dans lequel on pose des questions sur la liberté et la discipline, qui sont des thèmes qui sont liés. Nous sommes aussi concernés dans notre vie courante, en tant que soit parents ou soit enseignants, éducateurs. Donc, c'est au sein de notre quotidien qu'on entend parler de discipline. Et je voulais qu'on reparte sur des bases communes, qu'on essaye de poser des questions pour avancer ensemble dans comment mettre en place une discipline au sein de la famille, au sein de la classe ou ailleurs. Alors, évidemment, c'est Maria Montessori qui, encore une fois, sera là uniquement notre inspiratrice du sujet. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, je suis allée regarder au niveau étymologique. Donc, c'est un terme qui est assez récent, XIIe siècle, qui a été créé à partir du latin, du verbe latin, dont l'infinitif est discere, qui veut dire apprendre. La déclinaison du substantif est disciplina, qui veut dire méthode d'enseignement. Alors aujourd'hui, dans notre langage français courant, discipline, ça peut avoir plusieurs acceptions. La première, c'est la discipline, ça va être une règle qu'on va s'imposer à soi-même. Donc par exemple, je suis disciplinée parce que tous les matins, je fais mes pompes. Donc voilà, c'est pas vrai, mais ça fait rien. Je vous le dis comme un exemple fictif. Donc, c'est l'autodiscipline par rapport à un geste que l'on va commettre régulièrement. Ça peut être aussi, comme deuxième exception, un ensemble de règles de conduite au sein appliquées ou demandées en tous les cas au sein d'une communauté. Donc, on va parler justement de quelles sont les règles de discipline dans l'école, dans la classe, dans un endroit où se retrouvent souvent des enfants, mais pourquoi pas aussi des adultes, hein, parce que ça applique aussi à l'adulte. Hein. En troisième exception, quand on cherche dans le dictionnaire, on trouve que c'est un domaine d'enseignement, une matière, et par exemple, on va dire que pour ce diplôme, les disciplines enseignées vont être le latin et le grec. Voilà. Alors, au-delà de ces définitions, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose que Maria avait l'habitude aussi de regarder de près, c'est comment on va classifier peut-être ce terme et dans quelle utilisation on va parler de la discipline. Donc, j'ai rapidement noté la discipline intérieure, on y reviendra, ça c'est quelque chose aussi de profond. Voilà, Maria nous parlait d'autodiscipline. Voilà, discipline enseignée, on parle aussi de discipline sportive dans notre quotidien. La discipline à l'école, ça nous concerne aussi, et puis pourquoi pas, on parle de discipline militaire. Je conclurai ce petit chapitre de définition pour mettre aussi en emphase quelque chose d'actualité, puisque la discipline, c'est quelque chose qui revient aussi souvent dans le jargon du collège. On parle de conseil de discipline, de décision disciplinaire et effectivement un décret 2011 a essayé de redonner quelques explications vis-à-vis de ça. Donc, vous voyez, c'était pour conclure sur cette partie, c'était pour mettre vraiment en emphase le fait qu'on est concerné dans le quotidien, quel que soit l'âge de nos enfants, l'âge des enfants, par la notion de discipline. Donc voilà, je vais passer la parole à Caroline. Donc c'est une petite transition qui va de 2017 aujourd'hui, on parle de discipline. On va remonter dans le temps, ça laisse le temps à Caroline d'ouvrir son écran et à Alain de fermer le mien. Donc, on va remonter dans le temps pour essayer de relire et de réentendre ce que Maria Montessori a écrit sur le sujet de la discipline. Voilà. À toi, Caroline, c'est à toi. C'est bon, on voit ton écran. C'est bon? Bon, vous Oui, m'entendez? c'est bon, c'est parti, c'est à toi. Bon. Ok.
Bon, bah déjà, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver là ce soir dans un contexte un petit peu différent de d'habitude au sujet de ce thème, donc sur la discipline. Donc, je vais vous présenter donc la discipline selon Maria Montessori. Donc, Maria Montessori a beaucoup écrit sur le sujet de la discipline et de l'obéissance. Elle y a consacré un certain nombre de chapitres entiers. Et donc, j'en ai sélectionné quelques-uns, il y en a d'autres, hein, et c'est à partir d'eux donc, que j'ai réalisé cette synthèse. Donc, je vais vous les présenter. Voilà. Donc, tout d'abord, dans le manuel pratique de la méthode Montessori qui a récemment été traduit en français, on trouve un chapitre, donc le dernier, qui s'appelle « Les facteurs moraux ». Et donc qui parle de la discipline, hein, ça fait à peu près 2 pages. Ensuite, il y a la formation de l'homme, dans lequel on va trouver 2 chapitres, l'autodiscipline et ordre et bonté morale, qui font à peu près 9 pages. Puis l'éducation pour un monde nouveau, donc on a un chapitre qui s'appelle « Cette bête noire, la discipline », donc à peu près 12 pages aussi. Je me suis aussi basée sur la pédagogie scientifique, tome 1. Donc, on trouve un chapitre aussi entier sur la discipline à la maison des enfants. Un petit chapitre dans le livre L'enfant de 2 pages sur la discipline. Et enfin, donc, on a l'esprit absorbant de l'enfant, considéré comme le dernier ouvrage donc, de Maria Montessori, qui développe en une vingtaine de pages sous 2 chapitres. Donc, on va avoir les 3 degrés de l'obéissance et la maîtresse montessorienne et la discipline. Voilà, donc à partir de ces chapitres-là, je vous propose une synthèse sur ce sujet, donc sous la forme de 4 parties. Tout d'abord, donc je vais vous parler des croyances et des préjugés par rapport à la discipline. Puis, je vais vous présenter la discipline à la maison des enfants, l'enfant et ses besoins, et enfin les difficultés rencontrées par les éducatrices montessoriennes. Donc, pour commencer, croyances et préjugés. Donc, Maria Montessori a décrit les croyances à ce sujet et ce que l'on pouvait observer à l'école dite classique de son époque. Elle disait que les lois sont généralement considérées comme le fondement de la société, que sans discipline, impossible d'organiser une société et impossible d'instruire des enfants. La discipline est nécessaire. Alors, comment est-ce qu'on obtient cette discipline indispensable à l'époque de Maria Montessori et on pourrait dire encore actuellement la plupart du temps? On va utiliser une pression extérieure qui est censée permettre de mettre l'enfant dans le droit chemin et lui apprendre à obéir. Pour obtenir la discipline dans une école, la maîtresse doit réfréner la volonté de l'enfant. Une volonté qui peut sembler s'exprimer par des actions désordonnées et parfois violentes chez le petit enfant. Donc on va réfréner la volonté de l'enfant en lui substituant sa propre volonté et en exigeant de lui l'obéissance. C'est donc par une pression extérieure que l'on pense pouvoir obtenir la discipline. Alors, quel type de pression? Cette pression extérieure, l'éducatrice pourra utiliser, ou l'enseignante plutôt, on dira là, pourra utiliser les menaces, les punitions, les promesses, le chantage affectif, la peur. Tous ces moyens de pression seront possibles. Le but étant qu'elle développe le caractère de l'enfant et son éducation morale. Alors, la discipline obtenue de cette manière n'est pas naturelle et elle est forcée extérieurement. Alors, on y reviendra après, mais Maria Montessori nous expliquera ensuite qu'il ne s'agit pas de la véritable discipline. Cette discipline obtenue par une force extérieure, elle prend appui notamment sur notre histoire culturelle et religieuse, qui était encore plus forte à l'époque, évidemment, de Maria Montessori. Alors, à cette époque, il était alors impossible de considérer l'enfant d'un point de vue moral. Donc, ce sont donc les parents, la maîtresse ou le maître qui ont la responsabilité. Pardon? On a perdu Oui. tes slides.
elle ne s'affiche plus. Ah, Oui. alors c'est embêtant parce que moi je les ai. Alors je vais faire échappe et je recommence. Ah, attends, Euh, je- vas-y. Là, c'est moi que tu désignes comme présentateur. Ouais, c'est pas ce que je voulais. Ah, attends. Voilà. Tu dois être à nouveau présentateur. Mais on n'a pas son écran. On n'a Ça va plus son. venir. Ça va venir. Il faut à nouveau Ah que tu oui, acceptes. oui, ok. J'affiche mon écran. Voilà. Ça y est. C'est On voit bon? ton écran. Passe-le en mode affichage. Oui, oui, j'y vais. En lecture. Voilà. C'est bon? Vous la Voilà, voyez? c'est bon. C'est Oui, bon, c'est bon. C'est bon. Donc là, vous avez un slide croyances et préjugés. oui, Donc, je disais donc que ce sont donc les parents, la maîtresse ou le maître qui ont la responsabilité de gronder, de réprimander, de punir l'enfant lorsqu'on le considère méchant, désordonné ou violent. C'est à l'adulte de le façonner. Les punitions violentes sont également très courantes. Et les adultes se comportaient alors avec l'enfant tel que l'on considérait que Dieu se comportait avec les hommes, c'est-à-dire en récompensant les bons et en punissant les méchants. Car un enfant obéissant est sage et un enfant désobéissant est méchant. Et alors Maria Montessori disait qu'elle ne s'était elle-même pas rendue compte jusque-là que les punitions étaient une institution considérée comme indispensable et commandait toute la vie des enfants. Tous les hommes n'ont-ils pas grandi sous cette humiliation? Donc, voilà en ce qui concerne les croyances et les faits établis généralement à l'époque de Maria. Maintenant, nous allons nous pencher sur ce qui s'est passé dans la maison des enfants en ce qui concerne la discipline. Donc, ce qui en premier frappe le visiteur de la première maison des enfants à Rome, c'est qu'il peut observer une quarantaine d'enfants de 3 à 6 ans, attentifs chacun à leur propre travail. L'ambiance est calme, la maîtresse se déplace silencieusement, les enfants sont intéressés par ce qu'ils font et surtout semblent heureux de travailler. Si la maîtresse a besoin de demander quelque chose à toute la classe, elle le demande à voix basse ou avec un signe, ou encore elle l'écrit au tableau. Et alors, à part les plus petits qui, eux, n'arrivent pas à obéir tant qu'ils n'ont pas terminé leur travail, tous les enfants obéissent rapidement avec joie. Donc cette discipline et cette obéissance joyeuse des enfants observés dans ce lieu ont suscité l'admiration des visiteurs, qui ont voulu comprendre en quoi consistait cette méthode. Alors certains ont d'abord pensé que Maria Montessori possédait un magnétisme personnel auprès des enfants, ou bien que les enfants étaient préparés à leur visite par une maîtresse qui les dominait de façon excessive. Et pourtant, les enfants faisaient preuve de cette même discipline lorsque les visites étaient imprévues ou lorsque la maîtresse n'était pas là. Et cela dans toutes les écoles où a été appliquée la pédagogie. Donc, cela voulait dire que cette pédagogie, que cet phénomène ne provenait pas de l'action directe de la maîtresse. Mais alors, d'où venait cette discipline? Donc, pour expliquer ce phénomène, Maria Montessori nous invite à changer notre regard, à prendre en compte les forces intérieures de l'enfant, plutôt que d'essayer de le façonner à l'aide de forces extérieures qui vont entraver son développement. Si on veut obtenir une discipline spontanée ou autodiscipline, il faudra que l'enfant puisse suivre son guide intérieur. Elle écrivait « À qui me demandait à l'époque une explication, je ne pouvais répondre qu'une chose, c'est la liberté. » En effet, l'enfant ne peut suivre ses propres directives intérieures que s'il est libre de les suivre. Pour cela, il est nécessaire que personne n'intervienne dans ses activités spontanées et que l'environnement soit préparé pour satisfaire ses besoins de développement. Ça, c'est la théorie, mais maintenant, on va essayer de regarder comment se manifestent les directives intérieures de l'enfant qui semblent plutôt mystérieuses. Lorsqu'on observe les mouvements désordonnés du tout petit enfant, on y voit l'expression de sa volonté. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaite dompter l'enfant.
On pense que l'enfant veut ce qu'il est en train de faire. Mais en réalité, la volonté à l'état naturel est une force qui pousse seulement aux actions bénéfiques de la vie. Donc, ce qu'on considère comme désordonné chez le petit enfant est uniquement une indiscipline musculaire. Il est à la recherche d'une coordination de mouvement. Tous ses efforts tendent vers ce but. Et alors, lui dire « tiens-toi tranquille » ne va pas l'aider, car on ne peut pas donner d'ordre au système psychomusculaire d'un individu en pleine construction. La seule chose qu'on puisse faire pour l'aider, c'est lui enseigner à coordonner tous les mouvements en les développant à tour de rôle et progressivement. Se lever, s'asseoir, marcher sur la pointe des pieds, marcher sur une ligne, déplacer des objets, s'habiller, se déshabiller. Donc vous les avez reconnus, il s'agit des activités de vie pratique. En réalisant ces activités spontanément et librement, l'enfant continue à obéir à la nature en bougeant, mais ses mouvements tendent vers un but précis et non plus l'aspect de désordre, mais de travail. Donc ce sont ces mouvements qui vont permettre un développement intérieur. En ce perfectionnement, l'enfant va mieux travailler et se passionner pour ce qu'il fait. Et alors c'est un cercle vertueux, car ce mouvement intelligent et ordonné va lui apporter de la satisfaction et continuer à le nourrir intérieurement. La discipline s'obtient donc par une voie indirecte grâce au développement du travail spontané. Si l'on souhaite que l'enfant s'engage spontanément dans un travail, il faut que ce travail réponde à son besoin profond. Il faut donc proposer à l'enfant des exercices qui correspondent aux nécessités de développement de l'organisme. Quand un enfant prend intérêt à un travail, l'expression de son visage, son attention, la constance de son exercice le prouvent. Cet enfant est sur le chemin de la discipline. Donc lorsque l'enfant est intéressé par son travail, on ne peut plus dire qu'un enfant est sage, méchant, supérieur, toutes ces caractéristiques disparaissent. L'adulte, alors, à ce moment-là, ne doit surtout pas intervenir, car sinon il empêche l'enfant d'accéder à cette discipline intérieure. Cette intervention, plutôt que d'aider l'enfant, le fait régresser, le rend impatient, tyrannique et rebelle. Alors, la volonté de l'homme fait partie de cette force de la vie en cours d'évolution que Maria Montessori appelait l'ordre. La volonté est alors au début subconsciente et par une mystérieuse impulsion intérieure. Au début, l'acte peut être parfait, mais impossible à reproduire volontairement. Ensuite, dans l'enfance, elle devient partiellement consciente dès que l'enfant a accompli une action volontaire. Ensuite, cette force se développe en lui, mais seulement grâce à l'expérience. Arrivé à ce stade de volonté consciente, la volonté dirige et provoque les actes en répondant au commandement extérieur. Donc pour suivre ce développement, l'enfant a donc besoin de pouvoir choisir, d'être librement actif, de répéter et de contrôler ses mouvements. Donc en dehors des activités de vie pratique proposées dans ce sens, on a la leçon de silence qui permet également de développer l'inhibition. Alors ce développement de la volonté, c'est une première étape sur le chemin de la discipline. Car si l'enfant n'est pas encore maître de ses actes, s'il ne réussit pas encore à obéir à sa propre volonté, il réussira d'autant moins à obéir à la volonté de quelqu'un d'autre. La volonté est donc la base. L'obéissance représente une seconde phase dans le processus du développement. Elle va avoir 3 degrés, donc au premier degré, l'enfant peut obéir, mais n'y réussit pas toujours. C'est le moment où l'obéissance et la désobéissance vont de pair. Ce qu'on va appeler alors caprice ne dépendra pas de la bonne volonté de l'enfant, mais du fait qu'il obéisse à l'orme, à cette force de vie intérieure contre laquelle il ne peut pas lutter. C'est pour ça qu'un enfant de moins de 3 ans ne peut pas être obéissant si l'ordre qu'il a reçu ne correspond pas au développement qu'il a atteint. Ensuite, le second degré est atteint quand l'enfant peut obéir toujours, ou bien quand il n'y a plus d'obstacles dépendant du degré de son développement. Ces habiletés bien consolidées peuvent maintenant répondre non seulement à sa volonté, mais aussi à la volonté d'un autre. L'enfant peut absorber la volonté d'un autre et agir en conséquence. C'est le niveau le plus élevé où tend l'éducation.
Et l'enseignement ordinaire n'aspire pas à un stade supérieur d'obéissance. Et pourtant, quand on lui donne la possibilité de suivre les lois de la nature, l'enfant va bien au-delà de notre attente. Il atteint le 3e degré, c'est-à-dire que l'enfant accepte l'autorité d'une personnalité dont il sent la supériorité, et il est enthousiaste et joyeux d'obéir. Donc ce 3e degré, personne ne peut l'obtenir de l'extérieur. Donc pour conclure cette partie, on peut dire que cette belle discipline spontanée et joyeuse ne peut s'obtenir que grâce à une grande liberté d'action individuelle et un environnement, bien sûr, qui fournit des activités répondant aux besoins de l'enfant. Et Maria voyait à travers l'enfant qui apprécie le silence, l'ordre, qui travaille spontanément et qui obéit régulièrement, elle y voyait une nouvelle voie pour l'éducation et pour la construction d'une nouvelle société. Alors, les difficultés. Donc, on peut avoir tout compris de cette théorie sur la discipline, c'est-à-dire que avoir préparé un environnement adapté, laisser l'enfant libre de choisir son occupation, ne pas intervenir dans son activité spontanée, et pourtant faire face à des problèmes venant d'un manque d'expérience pratique. Alors Maria Montessori, elle a consacré un chapitre entier de son dernier ouvrage, L'esprit absorbant de l'enfant, à guider les éducatrices inexpérimentées. Alors, elle rappelle d'abord que cette discipline intérieure ne préexiste pas et que notre devoir est bien de guider l'enfant sur la voie de cette discipline. Mais lorsqu'un enfant de 3 ans arrive à l'école, sa profonde nature est cachée par les répressions qu'il a déjà subies et qui l'ont dévié. Alors la bonne nouvelle, c'est que ces déviations ne sont pas définitivement fixées, l'enfant doit pouvoir s'en libérer. Mais l'éducatrice doit savoir identifier les caractéristiques d'un enfant dévié, de sa profonde nature, pour pouvoir agir en conséquence. Donc un enfant qu'on appellera dévié, c'est lorsqu'il aura des mouvements volontaires qui sont désordonnés et associés à des actes sans suite, un comportement incontrôlé, des cris, ou lorsqu'il éprouve une grande difficulté à fixer son attention sur des objets réels et que son esprit se perd dans un monde fantastique, lorsqu'il imite sans cesse et très rapidement un autre enfant qui crie ou qui fait du bruit pour que les autres suivent cet exemple. Alors, que doit faire l'éducatrice? Si l'éducatrice observe ces caractéristiques et qu'elle reste passive, elle sera vite débordée. Il faut donc qu'elle aide ses enfants et qu'elle les appelle fermement et vigoureusement de sa voix et de sa pensée. Il va falloir qu'elle fasse appel à son intelligence, à tout ce qu'elle a appris et non pas une méthode spécifique pour résoudre ce problème. Donc, par exemple, si le désordre est général, à elle de juger si elle doit élever la voix, murmurer seulement à quelques enfants, jouer un accord de piano pour ramener le calme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle doit agir. Donc ça, c'était l'appel. Ensuite, l'ordre apparent. Avant de laisser la liberté aux enfants, l'éducatrice leur proposera des exercices qu'on appellera préliminaires. Déplacer, remettre une chaise et une table sans faire de bruit, courir d'un bout à l'autre de la classe sur la pointe des pieds, ce sont des exercices les plus simples de la vie pratique qui pourront ramener les enfants au calme et au travail réel. C'est seulement après qu'elle pourra leur proposer véritablement le matériel. Mais alors parfois, cet ordre apparent est encore fragile et menace l'ambiance de la classe. C'est lorsque on observe les enfants qui passent d'un objet à l'autre, ils font chaque exercice une seule fois et changent. Ils ne s'y intéressent pas vraiment et ne développent pas leur personnalité. Et rapidement, ils jouent, ils se dispersent et l'éducatrice perd vite son énergie et les enfants aussi. Alors c'est alors qu'elle ne doit jamais perdre de vue le fait que les enfants sont alors dans une période de transition et qu'elle doit tenir bon pendant cette sorte de convalescence. Elle aura alors 2 fonctions différentes à mener, 2 fronts. Surveiller les enfants de manière générale et présenter le matériel individuellement en montrant l'usage exact. Et pendant cette période, elle ne devra jamais tourner le dos à la classe pendant qu'elle s'occupera d'un enfant. Sa présence devra se faire sentir auprès de tous. Et elle devra surtout faire preuve de patience jusqu'à ce qu'un jour, un enfant porte intérêt à un objet et que son attention se fixe dans la répétition d'un exercice.
Et alors, le cercle vertueux vers la discipline sera enclenché. Dernier point, discipline et liberté. Alors pour ce dernier point, je vais vous lire un extrait de l'esprit absorbant de l'enfant. Le libre choix est l'activité la plus élevée. Seul l'enfant qui connaît ce dont il a besoin pour exercer et développer sa vie spirituelle peut en vérité choisir librement. L'homme naît quand son âme prend conscience, se fixe, s'oriente, choisit. Tous les êtres vivants possèdent le pouvoir de choisir. C'est cela, et rien que cela, qui est nécessaire pour maintenir la vie. Les racines de chaque plante cherchent, entre tous les éléments du sol, ce dont elles ont besoin. Un insecte choisit, déterminé, et il se fixe sur la fleur faite pour le recevoir. Chez l'homme, ce même discernement n'est pas un simple instinct, mais une conquête. Les enfants ont, et spécialement dans leurs premières années, une sensibilité intime, une nécessité spirituelle qu'une éducation mal dirigée ou des répressions peuvent faire s'évanouir et remplacer par un esclavage des sens à l'égard de chaque objet. Nous-mêmes, nous avons perdu cette sensibilité profonde et vitale. Et devant les enfants en qui nous la voyons ressurgir, nous nous trouvons comme devant un mystère révélé. Donc voilà pour cet extrait. Donc dès que l'enfant a fixé son attention sur un objet choisi et qu'il est en train de se concentrer, l'éducatrice n'aura plus qu'à préparer un milieu répondant à ses besoins. Son devoir sera surtout de ne pas interrompre l'effort. Et Maria Montessori prévient alors les éducatrices inexpérimentées. Elles s'apercevront que ce n'est pas si facile d'être seulement observatrice, car le phénomène de la concentration est très délicat. Elles voient alors les enfants devenir de plus en plus indépendants et commencent alors à ne plus se sentir nécessaires. L'instinct pousse l'enfant à agir selon son guide intérieur et n'accepte aucune autre intervention extérieure. Alors, au départ, c'est ce même instinct qui va pousser l'enfant, une fois le travail accompli, à soumettre ses actes à une autorité supérieure. Alors, l'éducatrice peut répondre par un mot d'approbation, encouragé par un sourire, parce que la perfection et la sécurité doivent se développer en lui, venant de sources intérieures. Mais une fois que l'enfant sera rassuré, sûr, l'enfant n'aura plus besoin de cette approbation. La seule chose qu'il désirera, c'est de ne pas être interrompu. C'est à cette période que s'établit la discipline. Donc voilà sur ce qu'a pu écrire Maria Montessori sur la discipline. Et moi, en conclusion, je dirais que Maria Montessori n'a pas hésité à aborder de façon approfondie ce sujet, qui est assez délicat, donc la discipline. Et je trouve ça d'autant plus impressionnant qu'à l'heure actuelle, cela reste globalement un sujet tabou lors de la formation des enseignants, et bien enseignants, pas éducateurs. Et souvent, on laisse sous-entendre que la discipline dans une classe n'est possible que si l'enseignant possède de l'autorité. Et donc, ça veut dire que le regard est toujours centré sur l'action extérieure de l'adulte dominant l'enfant. Donc, ce nouveau regard que Maria Montessori porte sur l'enfant et son développement est toujours à découvrir dans le milieu éducatif. Et même dans les classes Montessori, ça reste un sujet évidemment à approfondir qui doit nous pousser à la réflexion. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, d'aller lire ou même écouter les audios des chapitres correspondants que je vous ai présentés. L'avantage du webinaire, c'est que vous pouvez revenir et voir de quel chapitre j'ai traité. Et je vais même rajouter donc dans l'enfant dans la famille, dans le livre L'enfant dans la famille, il y a aussi un chapitre qui s'appelle Le caractère de l'enfant, où effectivement elle traite aussi de ce sujet. Donc ben voilà, moi j'ai fait le tour sur Maria Montessori et la discipline, donc je vais redonner la parole à Muriel. Et je vous remercie. Merci Caroline. Le temps que je lance mon diaporama. Alors, il y avait beaucoup à dire. Effectivement, il y a encore plus à dire, mais je pense que tu as fait une belle performance de synthèse de ces chapitres qui sont pour la plupart enregistrés, rappelons-le effectivement sur Camilo. Alors, effectivement, on les a dispatchés dans les chapitres intéressants, les âges, mais il y en a beaucoup dans le niveau 0 puisque c'est la base.
Et après, s'il y a des chapitres qui concernent l'autorité, c'est justement le terme que je viens de noter parce que Marianne ne l'utilise pas, je vais en parler tout à l'heure, mais pour ce qui concerne la discipline des enfants de niveau 6-12, par exemple, on a mis le chapitre dans le niveau 3 et pas dans le niveau 0. Donc, il y en a un petit peu partout. Les livres sont répartis sur tous les niveaux et effectivement, il ne faut pas hésiter à les écouter, à les lire, à en faire des synthèses, des diaporamas et à beaucoup s'inspirer de cela. Donc, on est parti de la théorie. On a défini dans un premier temps ce terme de discipline. Vous voyez bien mon écran, hein, n'hésitez pas à me dire, là, les deux personnes en ligne, si vous ne m'entendez pas ou vous ne voyez pas mon écran. On voit bien ton écran, simplement la souris sur le côté, s'il te plaît. D'accord, voilà. Impec. Du coup, j'ai perdu le fil. Donc, on a parlé de la définition. Caroline vient de nous faire une synthèse de ces livres, des chapitres qui parlaient de la discipline. Je vais vous proposer donc un petit exercice d'observation. Parce que, vous le savez, c'est dans nos attributions et dans notre formation, jamais terminée, de continuer à observer des enfants. Et récemment, j'ai pu faire des petites vidéos très courtes d'enfants en activité. Je vais vous donner le contexte pour deux raisons. La première, ça permet d'aller un petit peu plus vite parce qu'on n'a pas le temps de passer une heure sur l'observation alors qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. Et la deuxième, c'est aussi parce que là, on est online, c'est en direct. On est un petit peu éparpillé sur la planète. On a des liaisons Wi-Fi qui peuvent être plus ou moins performantes. Donc, les vidéos sont peut-être un peu sombres et hachées. Donc, il faut que je vous donne déjà un petit background de contexte là, pour vous aider à observer ce qui va se passer. Donc, ce sont deux petits-enfants. Ils ont moins de 3 ans. Ce sont des frères. J'ai la possibilité de les observer dans un cadre, un contexte un petit peu particulier, puisque j'accompagne Justin, mon fils, à des activités sportives, et que la personne qui met en place ces activités a prévu l'accueil des parents qui attendent, des familles qui attendent, puisque nous sommes donc des papas, des mamans, des adultes et des frères et sœurs dans l'attente de suivre même l'activité, puisqu'il y a des baies vitrées qui nous permettent de voir nos enfants en pleine action. Là, il s'agit de taekwondo, un art martial. Et cette petite espace a été aménagé. Ils ont fait des efforts, hein, les organisateurs, avec vous allez voir, des petits meubles à la hauteur de l'enfant. Et nous, en tant qu'adultes, on a un chauffage, une clim, des magazines. Voilà, ça a été organisé pour que ce soit convivial. Et j'ai trouvé, je pense que c'est intéressant parce que c'est un cadre qui n'est pas la famille, qui n'est pas l'école, mais dans lequel les enfants sont là. Et je vais vous proposer ces petites vidéos qu'on va rapidement observer pour faire un lien évidemment avec la discipline. Voilà, c'est parti. Don't feel about it.
Voilà, alors je ne sais pas si vous avez pu voir ce qui se passe, c'est un petit peu sombre parce qu'effectivement on n'a pas de lumière, enfin de lumière naturelle directe, c'est des éclairages artificiels qui arrivent de gauche et de droite dans cette petite salle. Excusez-moi pour ça. Et donc ça a été aussi pris sur le vif, donc il n'y a pas de montage rajouté. Voilà, ce sont des activités spontanées hein, que les deux petits garçons donc, font. Alors justement, qu'est-ce qu'ils font? Déjà au niveau des mouvements, au niveau des positions, donc là, Alain nous a extrait quelques clichés de ces vidéos. Au tout début, le plus grand, il est monté, il est à genoux sur une petite table. Voilà, il fait son activité. Il est en train de construire une espèce de, comment dire, de rail pour un train ou quelque chose dans ce genre. Mais en tous les cas, il est très à l'aise. Il s'est mis à genoux sur cette petite table. Le plus petit frère, lui, est debout. La table est un peu haute. Hein. Bon, il joue, il n'est pas loin. En termes de mouvement, ils vont et viennent en grande liberté. Il n'y a aucun adulte n'intervient. Et donc, ils peuvent bouger. Vous avez vu, c'est assez petit quand même, d'une activité à l'autre. Donc, on voit également qu'ils prennent une petite chaise. Enfin, on ne les voit pas prendre la petite chaise, mais on les voit, ils sont grimpés tous les deux ensemble sur une petite chaise et ils regardent le grand frère qui est en train de faire son activité sportive. Qu'est-ce qu'on voit d'autre que l'on entend? Donc, vous excuserez le fait que c'est en anglais, mais bon, il n'y a pas trop d'interaction. Ils sont chacun dans leur histoire. Ils ne se parlent pas trop. Bon, ils n'ont pas le même niveau de développement du langage, pardon. Ensuite, le petit, il a une sucette dans la bouche, ça ne l'empêche pas de s'exprimer. Moi, je ris chaque semaine à le voir agir parce qu'il est vraiment extraordinaire. Donc, voilà, au niveau des interactions, tout se passe bien. De toute façon, il n'y a pas de mauvais gestes, ou que sais-je. L'organisation de la pièce fait qu'ils ont leur petit coin. Ils vont d'un petit coin à un autre, d'un objet à un autre. Alors, parlons des objets, justement. Ce sont des objets en plastique, pour la plupart, à la taille de l'enfant. Ce sont des objets qui sont censés reproduire la réalité. Il y a une petite cuisine, il y a un établi, mais en fait, je ne sais pas si vous voyez dans la vidéo du petit blondinelle avec ses boucles d'or. En fait, il essaye de faire interagir l'objet et il ne se passe rien. Et voilà, et il répète ce geste, mais en fait, voilà, rien n'arrive. Donc, il lâche l'activité et il part à une autre. Voilà, alors la discipline dans tout ça, ça nous amène à quoi? Donc là, j'ai pris quelques notes. Les adultes, on est assis, on est face à ces enfants et en fait, on ne se connaît pas trop. Pour certains, on ne connaît pas les règles, elles n'ont pas été décrites. Voilà, on ne sait pas si... des fois, on ne sait même pas qui sont ces enfants. Donc, on n'intervient que au cas où il y a péril pour les enfants en général. C'est arrivé d'ailleurs parce qu'un jour, la maman de ses petits-enfants avait quitté la pièce et le petit s'est inquiété. Dans ce cas-là, on réagit tout de suite. Mais on n'est pas très concerné et on laisse le parent, si c'est le papa ou la maman, prendre les choses en main et se dire que de toute façon, il est responsable et que ce sera lui qui agira au moment où il jugera qu'il faut agir. Donc les enfants sont libres. Ils utilisent ce qu'ils veulent, comme ils veulent. On les voit un peu taper. Ils ne rangent jamais une activité. Voilà, on peut pousser, crier. J'ai vu avoir quelques petites interactions assez musclées, on va dire. Et donc voilà le cadre dans lequel évoluent ces deux petits-enfants et d'autres. Et donc, voilà pour poser une base d'observation et réfléchir sur la discipline que l'on pourrait mettre en place, ou qu'il faut mettre en place, mais surtout sur le fait que l'enfant, sans cesse, à travers les lieux où il passe, la discipline, les règles sont parfois très différentes, parfois très, très ouvertes, et puis parfois beaucoup plus rigides. Ce serait ma conclusion par rapport à ce petit exercice de vidéo. Qu'elle nous amène à réfléchir sur cette notion de discipline qui varie d'un lieu à un autre, mais aussi d'un groupe de personnes à un autre. Et on demande, parce que des fois c'est inconsciemment, hein, c'est pas justement dit, on demande à l'enfant de s'adapter sans cesse
Et pour lui, ce n'est pas forcément simple parce qu'ils ont des âges différents, ils en sont donc à une capacité différente à décoder les règles d'un environnement ou d'un groupe de personnes à un autre. Alors, pour terminer sur ce chapitre de la discipline, ce webinaire sur la discipline, je vous propose de relister ces termes importants que Maria utilise et que nous aussi utilisons. C'est pour ça que tout à l'heure, pendant que j'écoutais Caroline, j'avais noté et griffonné rapidement le terme autorité. Ce n'est pas du tout un terme que l'on va retrouver dans les explications, les pistes que nous donne Maria et nous qu'on vous propose en général. C'est plutôt donc la liberté, parce que quand on parle de discipline, on est obligé de parler de liberté, ils ne vont pas l'un sans l'autre. La volonté, alors on en avait parlé lors du deuxième webinaire, je ne sais pas si certains étaient là déjà, mais on avait parlé de la motivation. C'était le thème du deuxième webinaire que vous pouvez donc aller voir pour ceux qui arrivent, soit à l'instant sur notre webinaire numéro 3, ou soit ceux qui sont déjà inscrits en tant que stagiaires, mais vous avez accès donc à tous les webinaires, donc c'est le deuxième. La motivation, c'est aussi ce qu'appelle Maria la volonté. Donc cette volonté, elle est intérieure, voilà, elle est réelle, elle doit être spontanée aussi. C'est ça qui façonne le caractère aussi de l'enfant. C'est un autre terme en haut à droite de l'écran. Tout ça pour amener l'enfant à évoluer vers l'autodiscipline, vers une estime de soi qui va être réelle, qui va l'amener à travailler, à refaire les exercices le nombre de fois qu'il aura décidé parce qu'il en aura besoin. Et évidemment, développer son jugement, sa perspicacité du monde extérieur. Voilà, tout ça est en lien avec trois mots-clés, moi, que j'utilise beaucoup dans mes formations, et que je décode de façon assez particulière, parce qu'on a souvent, on fait voilà, environnement, ambiance, il se trouve qu'en anglais, environnement, c'est environment, mais c'est beaucoup plus large. Donc voilà les définitions que moi je propose. Donc l'environnement, c'est ce qui est matériel. Voilà, ça va être la classe, l'ensemble des étagères, du mobilier, du matériel pédagogique, l'école, c'est l'environnement. Et ensuite, dans cet environnement, il va se passer un certain nombre de choses. Des interactions entre adultes, entre enfants, des visites de parents, des intervenants extérieurs, de la discipline. Donc, c'est l'ambiance. On peut avoir au sein d'un même environnement des ambiances qui peuvent être complètement différentes. C'est pour ça que moi je répète que parfois une belle école peut avoir beaucoup de matériel pédagogique, avoir beaucoup de mots dans la bouche de théorie, mais au niveau de l'ambiance, il ne se passe pas ce qui devrait se passer, les interactions, les interrelations, comme j'ai intitulé ce slide, ne sont pas en phase. Tout ça, à ces deux choses, je rajoute le terme de contexte, parce qu'on vient de le voir à travers donc, ces petites vidéos. Si je ne vous donne pas le contexte, si on observe simplement un environnement, une ambiance, il manque encore un petit degré d'analyse. Donc, voilà, c'est pour ça que le contexte, pour moi, est quelque chose de très important. Je le résume dans le fait que ce soit un historique, l'histoire de cet environnement et cette ambiance. On a besoin d'en connaître l'histoire, on a besoin de connaître le fil du temps, des événements qui s'y sont passés avant, qui s'y passent et qui pourront s'y passer. Et on a besoin de comprendre le pourquoi, un contexte. Quand on a besoin d'avoir un contexte, on veut savoir aussi pourquoi cette situation. Donc voilà, c'est une façon de résumer les points clés de la discipline pour nous en tant qu'éducateurs et formateurs de la pédagogie Montessori. Donc, j'ai remis une nouvelle fois les points essentiels. Donc, il faut comprendre que la discipline, c'est quelque chose qui est intérieur, individuel. Ça comprend le contrôle de soi. Et soi, c'est quoi? C'est un ensemble de choses. C'est son corps, son esprit. Maria nous parle aussi de l'âme. Ce sont les émotions. Hein, si on arrive à soi-même aussi se connaître.
on pourra maîtriser nos émotions, l'intelligence aussi, c'est un ensemble de choses, hein, de comprendre le contrôle de soi-même. Donc, la discipline est liée à d'autres tendances et besoins humains. Alors ça, je fais référence aussi à des chapitres que vous avez, bon, je pense beaucoup dans le niveau 3, mais les besoins sont aussi dans vous devez en tenir compte globalement. Les besoins humains et les tendances. La discipline, elle n'est pas innée. Donc ça, c'est important aussi de retracer ce chemin vers la discipline qu'on doit accorder à l'enfant grâce à justement cette compréhension, cette patience qu'on va lui accorder. Et ça s'apprend dès la naissance. Et donc, elle s'acquiert aussi selon le contexte social et environnemental. C'est vrai que ça, c'est très important à décoder. Et nous-mêmes, quand on voyage, quand on est dans d'autres cultures, on va trouver que c'est très discipliné ou pas assez. Et ça va nous heurter, nous choquer. Donc, voilà, on va peut-être réagir de façon émotionnelle parce qu'on n'a pas le contexte, on n'a pas tout ce dont on vient de parler. Donc voilà, on va passer donc à la dernière partie. Donc j'espère que ce thème vous a plu. On attend vos questions si vous voulez en taper et on répondra de toute façon aux questions par email si vous en avez qu'on ne peut pas traiter ce soir. Donc je vais répondre à la question qui m'a été envoyée par email. J'avais pris quelques notes aussi, alors parce que c'est une question qui revient assez souvent finalement. C'est donc une personne qui suit le niveau 2 pour les enfants de 3-6 ans et elle nous demande qu'est-ce que je dois faire parce que j'ai un enfant qui est dans la classe, là, 3-6, je ne me rappelle plus de l'âge, et il n'arrive pas à s'autodiscipliner. Alors, encore une fois, la pédagogie Montessori n'est pas magique, on n'a pas une baguette, sinon on la distribuerait à tout le monde. Donc, on repart sur ce qu'on vient de dire ce soir, c'est-à-dire la théorie. Donc, il faut bien prendre le temps de décoder, d'observer cet enfant. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il n'est pas autodiscipliné? Est-ce que c'est une impression déjà? Ou est-ce qu'on a des faits qu'on peut noter, qu'on a observé, qu'on peut noter, qui nous amène à dire que son comportement n'est pas discipliné. Je viens de le dire aussi en conclusion, est-ce qu'on lui a accordé, depuis combien de temps est-ce qu'il arrive dans cette ambiance, est-ce qu'on lui a accordé suffisamment de patience, suffisamment d'écoute pour qu'il puisse arriver à ce degré d'obéissance. Caroline a parlé tout à l'heure du droit d'obéissance, c'est pas spontané, on l'a dit aussi. Et aussi à la normalisation. Alors la normalisation, on n'en a pas parlé ce soir parce que ça doit être un chapitre à part entière, mais c'est ce que Maria décrit comme une étape à laquelle l'enfant parvient dans un environnement, une ambiance, un contexte, comme on l'a décrit tout à l'heure, dans lequel on a vraiment pris la précaution de tout mettre en place. Donc, est-ce que l'enfant arrive à ce degré de normalisation, c'est-à-dire est-ce que son comportement nous montre qu'il est en toute sécurité, avec une bonne estime de soi, capable de faire ses propres expériences pour grandir et aller vers l'autonomie et aussi la maîtrise de son environnement et puis la recherche de l'apprentissage de la lecture, des mathématiques, etc. Donc, est-ce que les activités qu'il met en place, sensorielles, motrices, est-ce que justement tout ça est en phase, tout ça est ordonné, équilibré et lui permet d'être normalisé? Donc ça ne se fait pas en quelques semaines, en quelques mois, pour certains enfants aussi, voire en quelques années. Donc il faut peut-être être patient, décoder beaucoup de choses et puis essayer de rencontrer la famille, de beaucoup discuter aussi avec l'enfant pour l'aider à braver cette étape et le mener vers l'autodiscipline. Voilà, Maria nous parle du but à atteindre qui est d'élever l'esprit de l'enfant. Alors, voilà. Il y a plusieurs questions quand même. Oui. Donc, je vais c'est bien, il y a eu des questions de poser, donc il faut en profiter pour une fois. On va essayer de répondre, oui. Alors, j'ai plusieurs questions, donc on y va. Alors, je lis une des questions. Donc, à partir de quel âge peut-on s'attendre à ce que l'enfant obéisse aux règles?
aux règles expliquées, aux règles présentées d'un environnement particulier. Est-ce que c'est à partir de 3 ans? Est-ce que c'est après? Donc ça, c'est la première question. D'accord. Bon, Caroline, si elle est toujours là à l'écoute. On profite aussi pour dérouler les sondages aussi pendant ce temps-là. Hein, donc, Ouais. Caroline t'inquiète peut pas aussi là-dessus. répondre hein, avec plaisir aux questions, si elle m'entend et qu'elle a encore le micro. Donc, à partir de quel âge? Bah, ça, c'est aussi une question qui revient souvent. Hein. À partir de quel âge? Ça dépend de quelles règles, ça dépend de quel environnement. C'est difficile à dire. Hein. Mais à 3 ans, l'enfant, il a en tous les cas développé son langage, développé la maîtrise du corps. S'il est dans un environnement depuis un certain temps, il est capable là, d'avoir un comportement attendu si on a bien décrit les règles, les limites, si on les répète, si on obtient un feedback. La notion de feedback est très très importante et ça on l'oublie toujours souvent, pas toujours mais souvent. C'est-à-dire que n'hésitez pas à faire répéter ou si l'enfant ne parle pas bien, c'est possible, à lui faire mimer ce qu'il doit faire ou voir ce qu'il ne doit pas faire pour être sûr qu'il a bien compris, qu'il a bien mémorisé les règles de l'environnement. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. Si tu as répondu au moins en partie, puisque tu as repris la question de l'âge, donc à partir de 3 ans. Une autre question également importante, où on sent le poids de la question en la lisant, c'est Oui, comment aborder ce thème avec les familles? Comment oui, aborder ce thème avec les familles? oui. Effectivement, c'est important. Caroline, tu as envie de répondre? Allez, Caroline, un peu à toi. Caroline, toi, tu as des contacts avec un petit peu avec des familles. Bon, ben, c'est avec des enfants plus jeunes, Oui, peut-être que c'est pas encore ouais. le cas. Bah, effectivement, avec les familles, bon, je te laisse peut-être réfléchir, hein, Caroline. Pendant ce temps-là, moi, je peux répondre. C'est important, effectivement. Hein, voilà, la cellule familiale, moi, je pense que, enfin, je dis qu'il faut avoir contact avec elle parce que ces enfants, ce sont des enfants, ils ont des parents, hein, donc on ne peut pas faire abstraction de cela. Et ces parents ont un certain comportement avec eux. Hein. Donc, par exemple, tout à l'heure, vous avez vu, on parlait d'un enfant qui était sur une petite chaise, une petite table, pardon, à genoux. On ne va pas laisser faire ça dans une classe, Montessori, parce qu'on ne peut pas. Mais les parents, bon, la plupart, ils vont laisser leurs enfants peut-être sauter sur le canapé avec leurs chaussures en pleine journée. Donc, bah, le même petit enfant, il n'a pas le droit d'un côté à monter à genoux sur une petite table, qui pourtant lui semble avoir été prévue pour lui, mais en revanche, il n'a pas le droit de monter, en revanche, il a le droit de sauter sur le canapé. Donc, voilà, il faut en parler avec les parents, il faut leur expliquer qu'un groupe d'enfants hétérogènes, on va dire, comme ça, surtout au niveau peut-être de la culture disciplinaire, euh, on a besoin d'avoir des règles communes, on a besoin d'avoir des limites, sinon ça ne peut pas fonctionner, ça devient dangereux, ça devient difficile au niveau des émotions à gérer, donc il faut des règles, des limites, et chacun, pour le bien de chacun, et il faut qu'elle soit dite, répétée, voilà, qu'il y ait un feedback. Et c'est comme ça que ça peut fonctionner le mieux possible. Donc, voilà, je pense qu'il faut faire passer aux parents sous de différentes formes, hein, parce qu'il faut aussi leur répéter comment fonctionne la discipline dans l'école. Il faut leur faire repasser les informations, les mêmes informations, ne changez pas les règles, ou expliquer pourquoi est-ce que certains enfants vont être autorisés à faire des choses et pas d'autres. Il peut avoir un enfant qui est en fauteuil roulant, des choses comme ça. Donc, effectivement, les règles seront différentes. Il faudra en avoir parlé aussi avec les enfants. Pourquoi est-ce que les règles seraient différentes avec certains d'entre eux? Donc, voilà, communiquer un maximum, alors de vive voix, en direct, surtout avec les parents avec lesquels on a l'impression que ça se passe plus difficilement. Par écrit aussi, il faut que bon, les règles de l'école soient peut-être sur une page privée du site internet de l'école, dans des emails, dans une lettre newsletter qui est redonnée aux parents, lors de journées de présentation de matériel, enfin toutes les actions de communication qui sont coûteuses effectivement en énergie et en temps de la part de l'école, de la part des enseignants, hein, ça rappelons-le, hein, ça fait partie de votre travail et c'est vrai que si vous faites l'impasse dessus, bah, vous allez au-delà des ennuis aussi pour tout le monde, donc on ne peut pas faire l'impasse de parler de la discipline à l'intérieur de l'école, parce qu'il arrive aussi que parfois
parfois entre éducateurs on ne soit pas d'accord, on est nous-mêmes aussi une histoire personnelle qui fait qu'on va autoriser certaines choses et pas d'autres. Donc il faut absolument communiquer avec les parents, avec les familles, avec certaines plus que d'autres d'ailleurs, parce que voilà, ils vont venir chercher dans votre école des choses pas une discipline, ils vont dire mais je comprends pas, on m'avait dit que c'était libre, c'était libre choix, libre activité, je comprends pas là ce qui se passe. Voilà, je sais pas Caroline si tu as des choses à Ouais. ajouter. Attends, il y a encore une question. Ça Ah pleut ben là. non, mais attends, Peut-être sur la question avant d'en passer à une autre. Vas-y, vas-y, Caroline. C'est là, tout. je peux parler, vous m'entendez? Vas-y, Oui, vas-y. Mais il y a, C'est bon. je préviens, il y a encore une question derrière. on va la traiter. Ok. Bon, non, moi, c'était juste pour dire que effectivement, hein, comme Muriel, il faut communiquer avec les parents, être très, très au clair avec nos propres règles, tout en respectant le fait que les règles soient différentes, effectivement. Ça, les règles qui vont être dans chaque famille, à la limite, ne nous regardent pas, mais par contre, effectivement, communiquer sur les règles qui sont nécessaires à l'école et au niveau des parents, si besoin, effectivement, tout d'abord avec les enfants, effectivement, il faut s'assurer qu'elles soient bien comprises. Et après, au niveau des parents, si nécessaire, faire le même travail. Ouais. Donc, je pense que oui, la communication est importante. Oui. Oui. Voilà, voilà il faut se charger de cette tâche. Et on peut tous avancer dans le même sens dans ce cas-là. On prend J'enchaîne. la dernière question. Non, non, il y en a plusieurs. Il Oula, y en a, je ne veux il y en a pas dépasser beaucoup parce que ça fait tard pour les auditeurs. Ouais, ouais, mais bon, en plus, bon, c'est des questions rédigées et tout, donc on va essayer de les traiter quand même. Donc je lis carrément, hein. Si Oui, j'ai bien compris, avant l'âge de 3 ans, il ne s'agit pas de discipline, mais d'obéissance occasionnelle. Comment faut-il réagir face au bambin dans les occasions de non-obéissance, entre parenthèses, ou cas où cette dernière est indispensable pour sa sécurité, hygiène, etc., ou juste pour des contraintes de temps ou d'organisation? Fin de la parenthèse, sans entraver son développement par les erreurs classiques comme la distraction, le chantage affectif ou autre. oui. Bah, oui. Vas-y, Caroline. Bah déjà, oui, ne pas utiliser le chantage affectif ou autre, justement, puisqu'on en est conscient. Mais par contre, effectivement, il y a des moments où on va être obligé d'intervenir. Effectivement, si c'est une histoire de sécurité, il n'y a pas le choix, hein. Je pense que il y a pas d'autre solution que de réagir, tout en ayant bien conscience que ces mouvements ne sont pas des mouvements qui viennent, ou ces actions ne viennent pas de quelque chose de volontaire de l'enfant, et de ne pas le mettre dans une situation d'enfant qui n'agit pas bien. C'est pas le souci, c'est juste prendre en compte ce fait-là, quoi. Qu'il est en pleine construction et que faut pas qu'on porte de jugement, mais effectivement, quand c'est une histoire de sécurité, quand c'est une histoire d'organisation, on n'a pas d'autre choix, évidemment, on réagit. Mais par contre, il faut que notre comportement prenne en compte donc ce fait-là. Oui. Tu l'as dit tout à l'heure, je pense à l'appel, hein, que Maria Montessori disait, et c'est ça. Et, il ne faut pas hésiter effectivement dans des situations, j'allais dire, de péril, comme par exemple les morsures. On ne peut pas laisser un petit enfant mordre un autre dans une crèche ou un ido, une classe enfantine. Donc là, on va intervenir de façon très ferme avec un nom qui va être fort et appuyé. Bon, bah, évidemment pas en direction de tout le monde, mais en direction de l'enfant qui agit. Et là, on va aussi maîtriser dans certaines situations le corps de l'enfant sans jugement. Ce que veut dire Caroline, effectivement, c'est que c'est pas un méchant enfant. S'il mord, c'est pas un méchant enfant. Il y a morsure ou tentative de morsure, si on arrive à l'arrêter, justement, et c'est grave, et ça, on ne peut pas laisser faire. Donc, on va intervenir physiquement. D'abord, on va dire non. Ensuite, physiquement, si on a besoin de maintenir l'enfant, qui dans une crise qui déborde parce qu'il ne sait plus comment faire et il est obligé de primer avec sa bouche, avec ses dents. Donc, voilà, il y a des situations vraiment dans lesquelles où on met en place un plan voilà, rouge d'action, de réaction, mais voilà, tout en ayant en tête qu'on n'est pas dans le jugement, que c'est un fact, c'est un fait qui vient d'arriver avec cet enfant. S'il y a des précédents, s'il y en a d'autres, là, il faudra les noter. Et puis, effectivement,
convoquer les parents, en parler beaucoup avec l'enfant. Il faudra vraiment appuyer sur la surveillance et l'encadrement de cet enfant. Donc, il y a des cas, effectivement, de péril dans lesquels il faut réagir. Sinon, bon, si c'est un enfant, vous voyez, qui est perturbateur, enfin, on va nommer comme perturbateur, justement, voilà, il faut pareil réagir, essayer de réfléchir, l'observer, beaucoup communiquer pour avancer. Il y a un travail à faire avec cet enfant, avec cette famille, et on est là pour ça. C'est ça notre métier d'éducateur. C'est là aussi on doit en tirer beaucoup d'intérêt, j'allais dire, parce qu'on va aider un enfant qui est en difficulté dans une ambiance qu'on aura pris soin vraiment de réfléchir, et puis on se trouve quand même démunis. Alors, il ne faut pas se laisser rattraper par ses propres émotions et se dire bah, je ne comprends pas, c'est de ma faute, ou j'ai pas mis en place ce qu'il fallait. Non, c'est l'histoire de cet enfant. Comment nous, dans l'histoire de cet enfant, qui est aussi la nôtre à un moment donné, on va continuer à rechercher des pistes pour aller vers quelque chose de plus confortable pour tout le monde. Donc voilà, je ne sais pas si... Une dernière question. Allez, ce sera la dernière. Hein. Après, on va arrêter parce qu'effectivement. Après, vous les envoyez par email. Donc, je lis la question à nouveau. Est-il possible qu'un enfant ne puisse tout simplement pas se poser, comme si son mode d'apprentissage devait passer par le mouvement? Oui. Oui, bonne question aussi. Oui. La réponse est oui. Alors, la réponse est oui. Et oui, on observe qu'il y a des enfants qui n'arrêtent pas, qui sont tout le temps dans le mouvement, alors ça dépend un petit peu de l'âge. Effectivement, si c'est un enfant qui a déjà 9-12 ans, qui est tout le temps en train de sauter partout, là, bon, vous voyez, c'est difficile d'analyser ça encore une fois, le contexte, l'environnement, beaucoup d'éléments. Mais oui, on a des enfants très, très dynamiques qui nous épuisent. On n'a rien qu'à les observer, on a du mal parce qu'ils sont tout le temps en mouvement, ils changent de place, ils changent d'objet, etc. Et puis d'autres qui sont, voilà, dans tout le contraire. Et on s'inquiète aussi tout autant parce qu'on trouve qu'ils ne vont pas bouger assez. Oui, il y a des enfants, voilà, est-ce que c'est peut-être pas aussi un peu nouveau, les enfants zappeurs, les enfants qui sautent beaucoup d'une activité à l'autre, parce qu'ils sautent aussi peut-être beaucoup d'un environnement à l'autre. Bon, vous voyez, c'est difficile de répondre dans l'absolu, il n'y a pas vraiment de réponse, mais quoi qu'il en soit, le mouvement est important dans notre pédagogie, on veut qu'il existe. Et justement, il ne faut pas s'en plaindre et pas le stopper. Donc, en tous les cas, ce qu'on veut, c'est que l'enfant puisse se mouvoir, bouger dans une classe, suivant son développement, aller chercher une activité, la remettre, interagir avec les autres. Donc, c'est ce qu'on veut du mouvement. Alors après, quel type de mouvement on veut ou on ne veut pas. Après, c'est à chacun de se poser ces questions en tant qu'éducateur. Hein. Oui, Voilà, puis je pense que c'est important, l'observation est très importante à ce moment-là parce que ces enfants qui bougent, effectivement, Maria Montessori, là, dans ce que j'ai pu expliquer, elle disait les enfants qui passent d'une activité à une autre comme ça, c'est qu'ils n'ont pas encore commencé à prendre vraiment intérêt à quelque chose. C'est vrai aussi qu'on est actuellement, on vit dans un monde où les enfants sont souvent retirés d'un endroit pour passer dans un autre, et n'arrivent plus forcément à se fixer ou mettent peut-être plus de temps, effectivement, peut-être qu'à l'époque de Maria Montessori, hein, on peut s'interroger là-dessus. Et donc l'observation est d'autant plus importante qu'il va falloir essayer de trouver ces enfants-là, à quel moment quand même, malgré tout, si on prend d'autres repères, se dire à quel moment on les sent quand même plus posés qu'à d'autres. Et ces moments-là, il faut comprendre pourquoi et éventuellement essayer de creuser cette piste-là. Il faut toujours essayer de se remettre en question avec peut-être d'autres façons d'y réfléchir. Oui, tout à fait. Oui. Les enfants qui n'ont pas de petit déjeuner le matin, donc ils sont faim, ils n'en peuvent plus, ils ont l'estomac qui tire, et ça peut être des fois des choses comme ça qui expliquent le fait qu'ils sont complètement déconcentrés et un peu dans tous les sens. On va être obligé d'interrompre de finir. On est presque à 1h10 de webinaire, donc on va s'arrêter là. Merci à tous et à tous pour votre participation, pour vos questions. Encore une fois, je rappelle que ce webinaire va être posté, l'enregistrement vidéo va être posté sur le module 05.
Vous allez recevoir également par email une enquête hein, avec des questions différentes des 2 sondages rapides que vous avez eu, auxquels vous avez répondu. Merci. Donc voilà, parfait, c'était super. Merci. Oui. Merci puis, pour toutes les participations. Merci à Caroline et Alain. Et à bientôt pour la 4e session.